Madame la Présidente, mes chers collègues, tout d'abord, merci à Jean-Marc Rose et la Direction des Finances pour cet excellent rapport. Trois catégories de commentaires correspondent aux parties du rapport, pour ce qui me concerne. Contexte économique ainsi que situation financière de la communauté urbaine, orientation budgétaire et enfin perspective budgétaire. S'agissant du premier domaine, je dirais que celui-ci me semble optimiste, notamment au regard de la situation au Proche-Orient et d'un possible embrasement de la région. Les taux bancaires pourraient fort se stabiliser à leur niveau, voire éventuellement augmenter, ainsi que les matières premières, avec des conséquences importantes pour l'économie. Par ailleurs, il est à craindre que l'État, bien plus endetté que ses homologues communautaires, n'accentue encore son engagement vis-à-vis des collectivités, sauf à augmenter les prélèvements qui sont de plus en plus forts au niveau de la France. On est les champions du monde, ou à effectuer des coupes importantes dans des énormes dépenses, directement ou indirectement liées à la politique migratoire. Pour ce qui est des résultats de gestion, la projection des recettes et des dépenses de fonctionnement fin 2023 est tout à fait satisfaisante, avec notamment une augmentation de dépenses inférieure à 50% et des effets en matière d'augmentation de l'épargne brute et nette importants. La projection de l'endettement montre que celui-ci augmenterait stricto sensu de 8% pour le budget principal, ce qui aurait pu être évité avec un lissage des investissements, mais qui correspond cependant à un bon résultat au regard notamment de l'inflation en matières premières pour les BTP. Je souligne cependant que si l'on intégrait des engagements hors bilan vis-à-vis du délégataire UCPA en matière de subvention d'investissement, on arriverait à un endettement supérieur d'au moins d'une bonne quarantaine de millions d'euros. Vous pourriez peut-être, Madame la Présidente, nous donner les précisions en matière de fonctionnement et pour nous donner le chiffre exact en fonction de ce qui a déjà été versé au délégataire. Pour ce qui est enfin du PLF 2024 et de ses conséquences pour les budgets locaux, on est un peu dans l'incertitude tant au regard de la situation internationale que de la volonté au moins affichée du gouvernement d'essayer, à juste titre, de réduire le déficit public qui a explosé depuis les années 80 et plus particulièrement depuis les années Macron. S'agissant des orientations budgétaires proprement dites, oui, tout d'abord à l'effort en matière de prise en compte des changements climatiques et des problématiques énergétiques dans les différents axes que développe le rapport, notamment intermodalité, par le développement de haltes-gares que j'avais proposé en 2020 et la désimperméabilisation des sols. Deux réserves cependant. Le développement de moyens collectifs performants doit inciter à choisir ces transports, mais sans pour autant s'accompagner de mesures visant à quasiment rendre impossible l'utilisation des voitures individuelles. Par ailleurs, l'énergie renouvelable me semble une utopie. C'est le cas notamment pour la Marne, du voltaïque que vous citez, et partout en France, des orides et inutiles éoliennes. Oui à l'effort économique et notamment aux recherches de diversification et d'aide aux entreprises, même si je regrette pour ma part que le projet Port-Colbert ne s'ouvre pas sur la relance d'une activité fluviale peu énergivore, peu polluante, qu'il faudra localement tôt ou tard redécouvrir, comme le fait l'État, confère son contrat d'objectif 2020-2029 avec VMF. Par ailleurs, l'effort d'aménagement paysager des berges n'est pas exclusif de la conservation du pont Charles de Gaulle, dont la disparition programmée sans véritable consultation ou sans sondage sur un échantillon représentatif de population engendrera des nuisances routières évidentes. Par ailleurs, enfin, une phase d'analyse des flux après mise en renforcement des moyens collectifs de déplacement aurait tout de même pu être choisie. Oui aussi, évidemment, à la rénovation urbaine strictement adaptée à l'évolution de la population déjà en place, en privilégiant les citoyens français et en ne facilitant pas l'arrivée de nouveaux habitants que pour attirer des citoyens français ou de pays de lieu déjà titulaires d'un contrat de droit public ou privé sur le territoire du Grand Reims ou ayant choisi de travailler à Paris tout en habitant de la communauté. Oui aussi aux actions de tranquillité publique, mais en se rappelant que celle-ci ne sera moins le résultat de la création d'un bataillon de prévention, de mesures de déplacement géographique de quelques familles liées à la délinquance ou à la haine de notre pays ou de certains citoyens, que par la chasse effective et intraitable des délinquants en tout genre. Oui aussi aux efforts pour l'école, tout en étant plus réservé sur le tout écran, pour la partie éducative, dont le choix, il est vrai, ne vient pas du Grand Reims. S'agissant de la troisième partie du rapport relative aux perspectives budgétaires, la nouvelle présentation demandée par les textes permet de mieux apprécier les évolutions possibles. On peut cependant regretter que le document ne fasse pas la somme des autorisations de programme listées, donc de ce qui était programmé et souvent commencé, ainsi que la présentation pluriannuelle de projections en crédit de paiement relatifs à ces opérations.
Pour ce qui est des perspectives, elles sont évidemment liées à la situation internationale et au choix du gouvernement, notamment la loi de finances 2024. Vous annoncez une augmentation de recettes et de fiscalité directe liée à l'augmentation des bases locatives. Je propose ici que la communauté baisse sa fiscalité en l'accompagnant de mesures de suppression de dépenses. Et je propose évidemment, comme suppression de dépenses, la destruction du pont Charles de Gaulle qui pourrait être annulé et la création d'une passerelle en inox qui pourrait être également supprimée. Merci. Merci. Je donne la parole à Monsieur Ledemay.